Bonjour à tous. Suspecté d'être au service de Pékin, menacé d'interdiction en ce moment même aux États-Unis, eh bien c'est TikTok aujourd'hui à la une de Smartech. Et plus largement, cette question, les réseaux sociaux sont-ils devenus un outil de propagande et d'ingérence étrangère? On aura donc ce débat sur les nouvelles pratiques employées et les moyens de détection et de protection. On aura également dans cette émission un focus autour des IA génératives avec là une autre interrogation. Comment protéger nos données des utilisations malveillantes? Mais d'abord, 3 questions sur l'Observatoire de l'IA responsable. C'est tout de suite l'interview dans Smartech. On démarre avec cet observatoire de l'IA responsable en France. Bonjour Christophe Liénard. Bonjour. Vous êtes président d'Impact AI, qui est un collectif de réflexion et d'action, vous nous dites, sur les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. Vous êtes également, je le précise, le directeur de l'innovation du groupe Bouygues. Alors, le think tank a publié un observatoire de l'IA responsable. C'est le résultat d'une enquête auprès de 1000 salariés français sur la façon dont ils perçoivent les déploiements de l'intelligence artificielle responsable dans leur entreprise. Alors d'abord, ma première question, c'est qu'est-ce que vous appelez une IA responsable ? Alors, évidemment, est-ce que c'est possible une IA responsable avec tout ce qu'on a en tête finalement sur l'impact climat, par exemple ? C'est possible et nécessaire, parce qu'on s'aperçoit dans cet observatoire notamment que 75% des gens qui utilisent l'IA demandent que l'IA soit responsable, éthique. Donc, Impact AI, on s'intéresse à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, le travail et l'éthique. Et on s'aperçoit véritablement qu'il y a une forte demande des salariés pour que cette IA, pour qu'ils puissent l'utiliser sans crainte dans leur métier et avec leurs clients, soit absolument responsable dans l'utilisation. Alors voilà, responsable les données. De quoi ? Responsable en quoi ? Comment ? Alors, responsable, à la fois, effectivement, sur l'aspect énergétique, je pense que ça, vous sous-tendiez cet élément tout à l'heure. Donc, on a beaucoup travaillé sur Green AI et AI for Green. Donc, finalement, l'impact en termes de consommation d'énergie, par exemple, de ces IA et des progrès qui sont faits avec les petits modèles, avec des composants moins consommateurs, avec le edge, l'IA qui est embarquée, finalement, dans les dispositifs. Donc, ça, c'est un élément qui vient demain réduire considérablement la consommation d'énergie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, l'IA qui permet également de consommer moins et donc d'apporter finalement, cette fois-ci, une contribution positive à cet angle d'IA responsable. Alors, il y a énormément d'enseignements dans cet observatoire. Moi, j'ai retenu notamment ce chiffre de 63% des personnes que vous avez interrogées qui déclarent ignorer tout des démarches mises en œuvre pour se mettre en conformité en termes d'IA responsable. Alors, je pense que j'en fais partie. Comment on fait ? Alors, exactement, ça c'était une grosse surprise de cet observatoire. Et on a même un autre chiffre, 9% des salariés ont la connaissance de leur charte éthique dans leur entreprise concernant l'IA. Ouais. Donc ça, c'est un élément sur lequel il va falloir véritablement agir, l'éducation, la formation, la transparence également des entreprises, de manière à pouvoir communiquer. Donc c'était dans cet observatoire un élément, effectivement, vous l'avez remarqué, extrêmement important. Mais comment on fait très concrètement de l'IA responsable ? L'IA responsable. Il y a un mode d'emploi, il y a des règles sur lesquelles on s'est tous entendus. On a notamment, comme membre d'Impact AI, une start-up composée d'avocats qui vient vérifier que les IA qui sont utilisées et souvent développées ou co-développées au sein d'une entreprise répondent à un certain nombre de critères qui sont les critères de l'IA Act d'ailleurs, puisque l'Union européenne s'est dotée d'un dispositif de contrôle. Donc l'IA Act est d'ailleurs plébiscité par les salariés qui répondent à cette enquête. D'accord. Alors, lors d'un de vos événements, vous organisez aussi des événements, il y a Gilles Babinet qui a professé 3 raisons de croire à un monde harmonieux à l'ère de l'IA. Quelles sont les conditions justement pour que ce déploiement de l'IA nous fasse vivre dans un monde harmonieux avec elle ? Alors effectivement, on a organisé en décembre notre première masterclass sur l'IA responsable et on avait 3 invités de marque. On avait effectivement Gilles Babinet, donc président du comité numérique français. On avait également quelqu'un dans la gouvernance, parce que IA responsable et gouvernance, ça va un peu ensemble. Donc on avait Frances Carossi, qui est une américaine en charge de la gouvernance chez IBM. Et puis on avait un 3e intervenant qui était Serge Tisseron. Serge Tisseron, vous l'avez beaucoup entendu
lorsqu'on parlait de la relation entre des écrans avec les enfants. Absolument. Et donc Serge, psychiatre et académicien, a également développé tout ce que l'on peut et doit mettre en place sur la relation entre l'IA et les enfants et donc l'éducation. Donc on avait cet ensemble-là qui était extrêmement pertinent, d'ailleurs qui se retrouve aujourd'hui sur le réseau. Vous pourriez partager peut-être quelques conseils très rapidement ou un conseil? Développer une IA responsable chez soi, en entreprise. Alors, développer une IA responsable et surtout un élément qu'a mentionné Serge Tisseron, qui était sur la communauté. C'est-à-dire que le fait que lorsque l'on travaille dans une communauté, même pour les jeunes, communauté de gaming, etc., on crée finalement un vrai réseau d'entraide et on s'ouvre vers l'extérieur. Donc cette partie-là est également importante pour l'IA. Donc en fait, vous remettez la place de l'humain au milieu de l'écosystème IA. Merci beaucoup Christophe Liénard. Je rappelle que vous êtes le président d'Impact AI. Merci encore. C'est l'heure de notre débat. On va parler des ingérences étrangères à travers les réseaux sociaux. Alors que l'avenir de TikTok se joue en ce moment même aux États-Unis, eh bien on débat dans Smart Tech de ces menaces d'influence, voire d'ingérence étrangère que peuvent représenter les réseaux sociaux, avec deux confrères très engagés. Aude Fabre qui est à distance avec nous. Bonjour Aude. Bonjour. Aude Favre, active contre la désinformation au sein de Fake Off et Citizen Facts. Et puis avec vous sur ce débat, Aude, Thomas Huchon, auteur notamment de Anti-Fake News. Bonjour Thomas. Bonjour. Anti-Fake News coécrit avec Jean-Bernard Schmitt, publié aux éditions First. Et vous êtes un spécialiste des théories complotistes. Alors j'ai une première question, puisqu'on y va, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que ce réseau TikTok, vous diriez que c'est vraiment aujourd'hui une arme de propagande, d'espionnage, de manipulation des opinions, comme a pu le dire et l'écrire d'ailleurs dans Le Monde Isabelle Feng, une juriste chercheuse, dans une tribune. Est-ce que vous êtes de cet avis-là aussi catégorique? Je crois que c'est le cas, c'est un peu le cas de tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux sont des outils d'influence de l'opinion puisqu'ils diffusent de l'information et que les algorithmes dont nous ne savons rien modifient un peu cette diffusion d'information. Ce sont des outils de surveillance puisqu'ils surveillent leurs clients pour savoir comment les cibler avec des publicités. Et on sait que tous les réseaux sociaux ont à un moment ou à un autre dans leur histoire récente été utilisés par une puissance étrangère pour essayer d'influencer le jeu électoral. Donc ça a été le cas de Facebook pendant la campagne de 2016 aux États-Unis, ça a été le cas de Twitter pendant la campagne française en 2017, ça a été le cas d'Instagram plus récemment sur des choses qui étaient plutôt de l'ordre de la criminalité avec l'affaire Doppelganger, et c'est le cas de TikTok. TikTok a une particularité, c'est qu'il est utilisé afin de faire de l'ingérence, et il est accusé, étant un réseau chinois, de faire aussi de l'ingérence pro-chinoise en choisissant un peu ce qu'il met en avant sur sa plateforme. Parce que vous faites référence par exemple à Cambridge Analytica, c'était pas une opération pilotée par les États-Unis. Jusqu'à preuve du contraire. Non. C'est la vraie difficulté à laquelle on est confronté, c'est que on a beaucoup de mal à trouver les responsables, en tout cas à les connectés jusqu'au bout de ces affaires. Ce sont des affaires numériques, ce sont des affaires qui se passent un peu dans le domaine du secret. Il y a un petit côté, effectivement, c'est pas James Bond, mais c'est quand même plus proche de la DGSE et du Bureau des légendes par certains moments. Et donc, par définition, on a du mal à le savoir. C'est un peu comme la lutte antidopage. Et du mal à le prouver. Ouais, c'est-à-dire que pour savoir qu'il y a une opération d'ingérence étrangère, il faut souvent avoir subi les effets de cette ingérence, comme au Tour de France avec ceux qui prenaient des choses un peu bizarres dans leur petit déjeuner. Aude, vous diriez que TikTok est plus dangereux que les autres, plus suspect en matière de propagande et d'ingérence politique? Je suis pas une grande spécialiste. Je pense que Thomas vraiment a très bien expliqué tout ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, comme je fais énormément d'éducation aux médias, mais d'ailleurs comme Thomas, on va énormément dans les classes. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vraiment le non-recul total. Le non-questionnement, si on ne vient pas vraiment, il y a un non-questionnement total des élèves sur ces questions, aucune prise de recul, ça leur et certains me confient qu'ils en font 4 heures, 5 heures, enfin c'est quand même le réseau le plus addictif. Personnellement, moi j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vraiment je trouve une certaine forme de désert de la connaissance en fait sur la puissance de ces outils.
chez les jeunes générations, qui ne sont pas les plus à blâmer là-dessus, mais c'est celles que j'observe le plus, quoi. Donc, voilà, tout ça est très inquiétant, ce qui s'est passé, mais je crois qu'on va en parler. Plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, en fait, c'est la puissance d'écho que ça peut donner aussi. C'est la puissance d'écho, et comme le dit très bien Aude, TikTok est le réseau favori des plus jeunes. On a à peu près 40% des utilisateurs de TikTok est le réseau favori des plus jeunes. Il y a à peu près 40% de ce milliard. On parlera de Twitter après. Ouais, on parlera de Twitter X, mais voyez, vous parlez de ce milliard, il y a 40% de ce milliard, donc à peu près 400 millions des utilisateurs de TikTok qui ont moins de 17 ans. Donc ce sont des personnes très jeunes qui vont sur TikTok expérimenter bien souvent leur premier rapport avec l'information, leur première... L'information, c'est aussi ce qui nous construit dans nos opinions. Et donc, c'est leur premier rapport à la citoyenneté, aux questions politiques et sociales. Et le vrai problème, c'est pas tant qu'il y ait de la désinformation, c'est que ces réseaux, cherchant en permanence à capter notre attention, jouent sur nos émotions. Et d'une certaine manière, ils nous empêchent un peu de réfléchir. Est-ce que TikTok est fait pour nous rendre idiots, comme on a pu l'entendre ? Il y a certains qui l'ont dit. Idiots les jeunes générations occidentales. C'est en comparant la manière dont le réseau est fait en Chine et dans le reste du monde, on voit que les jeunes n'ont pas accès à la même chose. Ouais. Les mineurs sur TikTok en Chine, voient des contenus à vertu pédagogique et sont limités à 40 minutes par jour. Vous entendiez ce que vous disait Aude à l'instant. On a, et moi j'en croise aussi dans les collèges et dans les lycées, des gamins qui sont à plusieurs heures de connexion par jour sur des contenus qui ne sont pas du tout ni triés, ni vérifiés, ni choisis pour leur vertu pédagogique potentielle. Donc on est quand même face à une énorme opération sur laquelle il va falloir qu'on protège nos gamins. Parce que on les laisse, on les abandonne un peu là. On les protège contre quoi ? Parce qu'on entend, donc je posais la question, Aude, vous vouliez réagir là-dessus aussi sur est-ce que finalement ces réseaux sociaux sont là pour rendre idiots des générations de jeunes occidentaux, ou est-ce que elles sont là pour miner des démocraties, comme on l'a entendu aussi ? Quelles sont les intentions sous-jacentes ? Parce que finalement on leur prête tous les mots, mais on trouve de tout sur ces plateformes. Après, moi, je ne suis pas dans la tête de ByteDance. Donc, je pense qu'en fait, il y a une... tout ça est multi... ce qui est génial avec les réseaux sociaux pour ces gens-là, c'est que tu peux remplir plein d'objectifs, à la fois avoir véhiculer une forme de propagande de différentes manières, à la fois de faire de l'argent. Tout ça est combiné, associé à des millions d'utilisateurs potentiels. Donc, c'est quand même des forces de frappe qui sont complètement ahurissantes. Mais est-ce que vous avez constaté des choses très concrètes quand vous allez par exemple dans les collèges et tout ça ? Est-ce que vous vous dites, tiens là, on les a retrouvés face à certains contenus qui sont, à notre sens, problématiques ? Là, il y a 2 jours, on a juste tapé Marcher Lune. Vous pouvez tous le faire là, devant chez vous. Marcher Lune sur TikTok. Et en tout cas, pour les 3/4 des élèves, la deuxième vidéo, mais qui est aussi visible que la première, en fait, en haut, était une vidéo qui expliquait qu'on n'avait jamais marché sur la Lune, par exemple. La deuxième, donc c'est-à-dire qu'en fait, on est parti de cette idée que peut-être on allait être amené assez rapidement à ça. Mais non, le truc est venu direct. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu à chercher... La petite expérience, je pensais qu'elle allait durer quelques minutes. En fait, le truc vient direct. Donc ça, voilà, c'est un exemple hyper concret, si vous voulez, Et il y a aussi un truc très pervers, mais qui n'est pas propre à TikTok, c'est que les jeunes, ce que je vois beaucoup, en fait, moi, très souvent, me disent, mais madame, c'est certifié. C'est certifié, là. Le compte, il est certifié. Et ce qui fait à la base sourire, parce que je dis, donc t'imagines qu'il y a un contrôle, en fait, de fact-checking, et seuls les très bons les très bons producteurs d'informations obtiennent la certification. D'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'obtient précisément, il doit être question d'argent, mais voilà, il y a aussi des outils comme ça, assez... qui participent en fait à cette grande noyade générale en fait des jeunes dans ce réseau. Alors justement, sur les... C'est intéressant sur les comptes certifiés parce que sur Twitter, donc la pratique a été modifiée. Jusqu'ici, il fallait être un média officiel, un influenceur renommé, une personnalité qui aurait eu sa page sur Wikipédia. En tout cas, c'était la plateforme qui vérifiait un certain nombre d'éléments afin de vous certifier. Avec sa coche bleue. Aujourd'hui, à l'ère d'Elon Musk, c'est plus le cas. Effectivement, c'est une question d'argent. Oui. Il faut payer pour avoir un compte validé et pouvoir avoir sa parole qui se répand plus facilement et remonter dans les résultats. Alors,
on peut se dire, alors ça pose un vrai problème, puisque finalement, certifier quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut plus rien dire. On entend aussi, derrière ça, le discours d'Elon Musk qui nous dit, voilà, moi, quand je suis arrivé, quelle était la situation? On avait un réseau social, donc c'est les Twitter Files, on avait un réseau social qui était manipulé par les démocrates. On en a marre du wokisme ambiant sur ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, on veut donner de l'air à d'autres discours. Je ne suis pas certain qu'il faut croire Elon Musk quand il nous dit ça. Déjà parce que Elon Musk est habitué depuis plusieurs années à diffuser des fausses informations. Lui-même diffuse énormément de fake news. Et cette histoire des Twitter Files, je sais qu'il y a une espèce de hype un peu en ce moment là, qui est poussée par un journaliste français d'ailleurs aussi. En réalité, ouais, mais en réalité, ces éléments sont extrêmement faibles. C'est-à-dire, on en a parlé quand même parce qu'on en avait parlé à l'époque. On en a parlé à l'époque. S'il y avait ce que certains veulent voir dans ces Twitter Files, on en aurait parlé. Je crois que... On en a parlé à l'époque. Non, mais ce qui ressort, au-delà de la polémique, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Non, mais c'est l'idée qu'en fait, on essaierait de cacher un certain nombre de choses, que les audiodémocrates, les journalistes qui leur sont alliés, seraient là pour empêcher la machine Twitter de tourner en rond. Le nom. Mais non, mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette histoire. Vous parliez d'inversement des valeurs. Non, mais voilà. Alors, je voudrais là, on est complètement là-dedans. Juste pour ne pas rentrer dans la polémique inutilement, parce que du coup, personne n'est d'accord avec ça. Non, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais il y a un moment, il y a des faits. Excusez-moi, Delphine. Thomas, juste j'ai une question. Allez-y, pardon, excusez-moi. Sur le fait que sur les réseaux sociaux, on avait le sentiment effectivement qu'il y avait une parole plus lissée, plus contrôlée, d'accord, et qu'aujourd'hui sur Twitter, on trouve à peu près l'opposé. Ça, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, certaines personnes s'en réjouissent. Alors, bien entendu, non mais bien entendu, parce qu'en fait, la question qui se pose, et pas du tout la question... à partir de ma question, donc c'est à partir de quand on décide que, là, on est dans le registre du dérapage, que ça va trop loin, on est dans une autre forme, finalement, de manipulation. En réalité, c'est assez simple, il suffit il y a les faits et il y a les opinions. Et en réalité, ce que ne supporte pas M. Musk et tous ceux qui défendent cette nouvelle vision de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils veulent faire vivre au même niveau des faits et des opinions. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est pas les opinions des autres, c'est le fait que leurs opinions, qui sont mensongères et fausses, soient au même niveau que les faits. Et en réalité, c'est pas seulement une question politique, c'est en réalité une question de civilisation. On est en train de basculer dans un monde dans lequel il n'y aurait plus de faits. 2 et 2 ne fait plus 4. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a décidé que 2 et 2, ça ferait 5. Et ce quelqu'un, c'est la personne la plus riche de la planète, qui possède le réseau social le plus influent de la planète, et qui a décidé de faire élire des gens qui pensent comme lui, et qui en plus sont sur une espèce de terrible recul de nos valeurs citoyennes, sociales, voilà, et qui permet les attaques ad nominem, qui permet tout ça. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. La liberté d'expression, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Et il n'y a pas un seul journaliste, y compris les fact-checkers, qui vous diront le contraire. Mais ce qui se joue, c'est pas la question de la liberté d'expression. Il y a une espèce de terrible instrumentalisation de cette question-là, à des fins de retournement de l'opinion, avec des fake news. Et je crois qu'il va falloir qu'à un moment on se réveille, et y compris que les gens qui... Alors on a le sentiment justement qu'en Europe, on est réveillé sur ces sujets, puisque on a passé des réglementations. Aujourd'hui, quand Mark Zuckerberg fait une déclaration en annonçant qu'il va stopper le fact-checking, il précise quand même que c'est uniquement aux États-Unis. Dans un premier temps. Et à peu près immédiatement, on a quand même une réaction du côté de la France, en tout cas avec la secrétaire d'État au numérique qui nous dit nous, ça passera pas, il va falloir respecter certaines règles. Mais est-ce qu'on est suffisamment armé ? Alors là, je m'adresse à vous deux, qui travaillez dans ce domaine du fact-checking, justement, de la lutte contre la désinformation. Qu'est-ce qu'on a comme arme ? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui suffisamment équipé, finalement, face à ces puissances ? Parce que ce sont des énormes puissances, ces réseaux sociaux. En tant que fact-checker ? Vous avez qu'à Bien sûr. En tant que professionnel de la lutte contre la désinformation, oui. Non, surtout que, il y a des opérations, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, par exemple, qui consistent maintenant à noyer aussi les fact-checkers en produisant de la désinfo et en leur, c'est des ingérences russes qui ont été repérées dans ce sens-là et qui noient les fact-checkers en disant vérifie ça, vérifie ça, vérifie ça, vérifie ça, et en fait, pendant qu'on se casse à vérifier les choses, il y a
d'autres contenus encore plus fous qui circulent, etc. Enfin, tout ça, c'est très dur de lutter, c'est très dur de lutter. Enfin, je peux pas le cacher. Hein. Là, vous me demandez comment je me sens pas top. Sachant qu'en plus, voilà, souvent on explique aussi en intervention, enfin, toutes ces plateformes, c'est pas tes amis. Ils développent une relation des fois amicale presque avec leur. C'est pas ton ami, c'est quelqu'un qui fait de l'argent sur ton dos, donc de différentes manières. Et pour ça, il faut que tu absorbes de la pub. Et donc les contenus qui te sont envoyés sont les contenus qui vont te scotcher le plus à la plateforme, qui sont souvent des contenus complètement sensationnalistes, fake, etc. Donc, et nous, les journalistes, comment on fait pas ces contenus-là, donc forcément on est beaucoup moins vus, on rapporte moins d'argent, on fait moins. Et effectivement, en plus, voilà, il y a peu d'intérêt. En fait, on est dans une société qui a peu d'intérêt à aiguiser l'esprit critique. Thomas. Que ce soit au niveau tous ceux qui sont en puissance économique, politique, très peu de personnes ont intérêt à ça, et donc très peu de personnes le font, et donc on est très peu armés. C'est de fait. Hein. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la seule arme, parce qu'on entend beaucoup parler du mouvement Hello Kitty pour le 20 janvier, est-ce que la seule arme, finalement, la plus efficace, c'est de quitter les réseaux sociaux? Mais alors, dans ce cas-il faut quitter tous les réseaux sociaux. Oui, en réalité, si on décide qu'il y en a un qui nous pose problème et qu'on énumère les raisons, notre discussion a commencé comme ça. Oui. Est-ce que le problème, c'est TikTok ou les réseaux sociaux? En réalité, il y a un peu la même logique à chaque fois. Et d'ailleurs, on voit bien qu'après X, anciennement Twitter, Meta, la semaine dernière, Google est en train d'aller sur le même chemin aussi, et que, je vous parlerai même pas de la modération et du fact-checking sur TikTok, je pense que tout le monde a à peu près compris que c'était totalement inexistant. Je crois qu'on a 3 solutions. La première solution, on le sait, avec Aude, et on le sait d'une manière générale, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut arriver, vu qu'il n'y aura plus de vérification sur les plateformes, vu que tout ou presque va pouvoir circuler, eh bien il va falloir que les citoyens soient capables de faire la différence, de trier le bon grain de livret. La seule manière, c'est de leur apprendre. Les plus jeunes à l'école, les plus âgés, il ne faut pas les oublier, hein, il ne faut pas oublier tonton anti-vax et tata conspi. Il va falloir faire aussi de la formation professionnelle. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose que sur votre antenne, un certain nombre de gens aussi ont des discours qui ont déjà été tenus. La deuxième arme, c'est la régulation. Vous avez posé la question du DSA, est-ce qu'il va pouvoir rentrer en jeu? Qu'est-ce que vont faire les pouvoirs politiques là-dessus? Et il y a un troisième élément qui va être aussi nos propres comportements. C'est-à-dire qu'à un moment, Aude l'a très bien rappelé, ces plateformes, elles ont besoin de nous pour gagner de l'argent. Et donc, nous, on a un peu moins besoin d'elles qu'elles ont besoin de nous. Et donc, il y a un moment, il faut aussi que ce rapport de force avec les plateformes s'inverse. Finalement, le pouvoir, il est un petit peu dans nos mains ou entre nos pouces qui swipent, hein, si on peut aller jusque-là. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on s'interroge aussi individuellement, en tant que société, en tant que communauté nationale, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, et à quel moment c'est trop. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. On arrête de nourrir la bête, quoi. Mais voilà, mais il y a un moment, il va falloir que chacun se fasse un peu son propre jugement là-dessus. Et pour ça, ça va être très important de pas uniquement consulter des infos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Thomas Huchon et Aude Favre d'avoir participé à ce débat, et puis bonne continuation surtout pour vos travaux. Bon courage. Allez, à suivre, on va s'intéresser à comment protéger nos données avec les IA génératives. On termine cette édition avec Arnaud Tanguy. Bonjour Arnaud. Bonjour Delphine. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle de la Donnée, expert en cybersécurité. Et aujourd'hui, justement, on va faire un focus sur cette sécurité autour des IA génératives. Alors, certains considèrent qu'ils ne peuvent déjà plus se passer de ChatGPT, Claude ou Mistral dans leur quotidien. Pourtant, l'adoption de ces technologies, elle pose quand même d'importantes questions, notamment en matière de protection des informations. Alors, quels sont les principaux risques, Arnaud? Alors oui, Delphine, depuis l'adoption massive de ces nouvelles technologies, comme toute technologie, elle a attiré l'attention de pirates. Pourquoi? Parce qu'on manipule de grands volumes de données d'une part, et puis les entreprises, les particuliers ont une tendance à accroître la sensibilité des données qui sont confiées, voire des données confidentielles, voire même des données intimes. Alors on peut catégoriser ces risques en 3 grandes familles. Le premier, c'est le risque de manipulation. Un peu à l'image d'un chef d'orchestre auquel vous fournissez une partition qui serait erronée, eh bien, vous aboutiriez à une cacophonie ou quelque chose qui n'était pas attendu. C'est un peu ce que font les pirates. Dans le fameux prompt, ils vont saisir des fausses commandes pour rendre le comportement dangereux de l'IA.
Le deuxième type d'attaque est celle par infection, c'est-à-dire lors de la phase d'entraînement de l'IA, on va injecter des données qui paraissent saines d'extérieur, un peu à l'image du cheval de Troie de l'Iliade. Et lors de l'exécution de celles-ci, elles vont avoir un comportement dangereux pour l'IA, voire même à l'image d'Ulysse sortant du cheval, créer des portes dérobées. Et la troisième famille, certainement la résultante des deux premières, est l'exfiltration des données. C'est la finalité, c'est ce que les pirates cherchent à avoir, c'est-à-dire accéder au contenu des données d'entraînement fort volume, données saisies par les collaborateurs ou par les utilisateurs, et le contenu de l'IA elle-même, parfois pour l'utiliser contre l'IA à des fins de sécurité. Bon, c'est un peu effrayant. J'espère que vous allez nous donner quand même quelques conseils pour sécuriser l'usage de ces IA génératives de tout un chacun. Alors oui, déjà en tant qu'individu, une grande vigilance sur le choix du modèle. Là, ce matin, je regardais encore l'Apple Store et le Google Play. Il y a une multitude d'applications copiant des fois éhontément le logo de ChatGPT ou de Gemini. Donc, première recommandation, ne sélectionnez que des IA, donc des modèles et des fournisseurs de confiance. Le deuxième, soyez vigilants sur les données que vous fournissez. On ne fournit des données d'une nature confidentielle que si l'on a confiance, soit de point de vue contractuel ou de sécurité, de l'IA à laquelle vous vous adressez. C'est particulièrement vrai dans des usages un peu mixtes, perso, pro. Je pense à des catégories de type les médecins, les notaires et un certain nombre de professions qui peuvent s'exposer à des risques réglementaires ou contractuels vis-à-vis de leurs propres clients. Et enfin, une vigilance d'usage. On est habitué aux hallucinations de l'IA qui va générer un texte faux. Eh bien, des fois, cette cause-là est une cause de sécurité, de manipulation. Donc, une grande vigilance sur ce que fournit l'IA. Alors, vigilance, mais comment très concrètement les organisations peuvent se protéger, vérifier finalement qu'elles ont un usage éthique et sécurisé de ces IA? Alors, il y a déjà une dimension technique, et là, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Il y a des guides très bien qui existent. Je fais un peu la promotion de l'ANSSI, oui, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a fourni un guide technique extrêmement bien fait à destination de vos équipes techniques informatiques et sécurité. Non, je vous propose plutôt une méthodologie en 4 étapes. Éduquer, anticiper, agir et contrôler. Éduquer l'ensemble de la population, de vos utilisateurs à l'usage, aux bons usages, donc l'usage pour en tirer le meilleur, mais aussi pour l'utiliser de manière sécurisée. C'est valable aussi pour vos équipes IT et sécurité qui découvrent parfois un nouveau monde. Deuxième, c'est l'anticipation. Je parlais de la sélection des fournisseurs, ça c'est clé aussi en entreprise, mais lorsque vous développez vous-même vos modèles, appliquez des mesures techniques, c'est important. Troisième, c'est agir. Tout au long du cycle de vie, soyez vigilants. Les utilisateurs vont vous dire s'il y a des erreurs. Et de la même manière, vous mettez en place des mesures de sécurité, par exemple, pour accéder aux données. Et enfin, c'est contrôler. On ne peut pas maîtriser quelque chose que l'on ne mesure pas. Donc, mettez en place des mesures de sécurité. On a l'habitude de voir des tests d'intrusion faits par des hackers éthiques. Ça existe maintenant pour l'IA, testé. Donc, aucune fatalité, il y a des risques, mais vous pouvez y aller, éduquer, anticiper, agir et contrôler. Super, merci pour tous ces outils et ces conseils. Merci beaucoup Arnaud Tanguy. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle de la Donnée, un expert en cybersécurité. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Merci d'être très fidèles devant votre téléviseur sur la chaîne Be Smart for Change et puis aussi de nous suivre en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech.